Merci d'être de retour avec nous dans la salle André Michelin du Paris-Saclay Summit 2026 ou de nous avoir rejoints ici à Centrale Supélec. Une session à présent consacrée à un sujet qui fait beaucoup de bruit ces derniers mois, les médicaments anti-obésité. Vous en avez forcément entendu parler, ce sont les fameux Ozempic, Wegovy ou encore Mounjaro. Ils font tous énormément parler d'eux. Certains y voient une révolution médicale, d'autres s'inquiètent de leurs effets et de leur utilisation parfois détournée. En tous les cas, l'engouement est mondial. Alors qu'en dit réellement la science? On va faire le point tout de suite avec Boris Ancel, endocrinologue nutritionniste à l'hôpital Bichat à Paris, où il a notamment développé une unité dédiée au syndrome métabolique. Boris Ancel sera interrogé par Fabrice Dubreuil, journaliste au Point. C'est à vous, messieurs. On les applaudit bien fort. Bonjour à tous, bonjour Boris Ancel. Nous allons aborder beaucoup de questions, essayer d'aborder le plus de questions possible sur ces médicaments, sur leur efficacité, les effets secondaires, on en parle souvent, leur utilisation massive, le mésusage, je sais que c'est un terme qui est important pour vous. Je voulais tout d'abord commencer par une question. Pourquoi, à partir de ces médicaments, on parle d'une révolution? Parce que tout simplement, c'est la première fois qu'on a des médicaments qui ont une efficacité démontrée et dont l'efficacité, en l'état actuel des connaissances, avec beaucoup de travaux scientifiques, est largement supérieure au risque quand, on va y revenir, l'usage est correct. On a tous en tête des médicaments qui ont été développés, mis sur le marché pour soigner l'obésité. Je ne parlerai même pas du Mediator, qui en fait n'était pas un médicament de l'obésité, mais tout le monde en a entendu parler. En revanche, il y a eu des médicaments comme l'isoméride, comme le rimonabant, des amphétamines, différentes molécules qui ont été utilisées et dont on s'est rendu compte que les effets secondaires étaient trop importants pour qu'ils soient utilisés pour soigner l'obésité. Alors je précise que je n'ai pas lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique ni agroalimentaire. C'est très important quand on est médecin, quand on parle de ces sujets, de préciser les choses. Donc je n'ai pas aucun lien avec ces industriels. Donc je parle en toute liberté. Mais voilà, donc oui, c'est quelque chose d'assez... moi je n'aime pas révolutionnaire, mais en tout cas une vraie évolution dans le traitement de l'obésité. Alors très bien, on va essayer de reprendre un peu les choses à zéro, essayer de comprendre quels sont ces médicaments. Ils viennent tous de la même famille et concrètement, de quelles molécules parle-t-on et quel est leur fonctionnement? Alors effectivement, on parle d'une grande famille qui sont les agonistes GLP-1 ou plus généralement des incrétines. Ce sont des hormones qui sont fabriquées par l'intestin et qui ont un effet sur beaucoup d'organes, qui ont un effet sur l'appétit, qui ont un effet sur l'estomac, qui ont un effet sur le cœur, qui ont un effet sur le rein, etc., etc. Et donc, dans cette grande famille, on va avoir des sous-familles. Et ceux qui sont aujourd'hui commercialisés, ce sont les agonistes GLP-1. Donc, GLP-1, c'est une hormone intestinale fabriquée normalement. Et on s'est rendu compte que quand on utilise cette molécule comme thérapeutique, alors on va avoir un effet de réduction de l'appétit à deux niveaux. D'une part, au niveau de l'estomac, donc un ralentissement de la vidange gastrique. Donc l'estomac se vide plus lentement et donc une sensation de plénitude gastrique. Et un effet au niveau du cerveau avec une réduction de l'appétit. Donc ça, c'est vraiment l'effet GLP-1 qui entraîne une perte de poids. Et puis on a des médicaments maintenant qui agissent avec une autre action incrétine. Donc le tirzépatide ou Mounjaro, qui a un effet GLP-1 et un autre effet qu'on appelle GIP, c'est une autre hormone, donc un effet, une double action, on va dire, sur l'appétit. Donc j'ai mentionné le tirzépatide, qui est le double agoniste, c'est-à-dire double effet hormonal GLP-1-GIP. On a les simples agonistes, et en particulier le Wegovy, donc qui est aussi commercialisé pour l'obésité. Et alors, ce qui est compliqué à comprendre, c'est que cette même, la molécule qui est dans le Wegovy, qui s'appelle le sémaglutide, c'est la même qu'on trouve dans l'Ozempic, qui est un médicament qui est exclusivement réservé aux personnes diabétiques. Donc aujourd'hui, si on résume, on a le sémaglutide, qui est une molécule commercialisée soit pour le diabète sous la forme Ozempic,
soit pour l'obésité sous la forme Wegovy, et on a le tirzépatide, qui est le double agoniste, qui est commercialisé pour l'obésité et dans certains pays du monde aussi pour le diabète. Et puis on a également, mais celui-là qui était le premier, liraglutide, qui est le Saxenda, qui est commercialisé pour l'obésité, mais qui a un effet très inférieur, probablement qu'il disparaîtra. Alors, justement, la question essentielle, c'est celle que l'on se pose tous, parce qu'on lit beaucoup de choses et qu'on est souvent trompé par des fake news notamment, mais quelle est leur réelle efficacité ? L'efficacité, elle est réelle. On a maintenant une multitude d'essais chez des personnes en situation d'obésité ou de surpoids avec des facteurs de risque ou des pathologies comme les apnées du sommeil, comme le diabète, comme des pathologies d'arthrose articulaire. Et on a une perte de poids significative. Alors on peut donner quelques chiffres. Je vous donne les chiffres versus placebo. Parce que parfois les laboratoires donnent les chiffres bruts. Donc avec un placebo, on perd déjà à peu près 3% du poids. Ne serait-ce que le fait de prendre un placebo, ça fait faire attention à son alimentation, à son activité physique. Donc je vais vous donner les chiffres que le médicament apporte en plus du placebo. Donc pour ce qui est du Wegovy, on a une perte de poids moyenne de 12% par l'effet sur l'appétit, encore une fois. Pour ce qui est du Mounjaro, tirzépatide, on a un effet moyen de 18-19%. Ce sont des moyennes, et après, comme beaucoup de médicaments, on a une grande variabilité, c'est-à-dire des gens qui vont perdre plus, des gens qui vont perdre moins. Donc ça, c'est vraiment sur le poids. En termes d'efficacité, toujours, après on parlera des risques. Eh bien, il y a un bénéfice cardiovasculaire qui a été démontré, en particulier avec le Wegovy, et il y a des données qui vont dans le même sens. On attend des confirmations encore, mais on a déjà eu pas mal de confirmations avec le Mounjaro. Donc chez des patients à haut risque cardiovasculaire, une réduction des risques cardiovasculaires. On a des effets qui semblent de plus en plus évidents sur le foie et des effets même qui ont été mis en évidence sur les apnées du sommeil, sur l'addiction, les mésusages de l'alcool et sur le tabagisme. Alors aujourd'hui, ces médicaments ne sont pas des médicaments du sevrage tabagique ou alcoolique, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que on a des indicateurs un petit peu globaux, voilà, avec un bénéfice au-delà de la perte de poids. Très bien, donc du coup, on comprend leur efficacité, on parle beaucoup des effets secondaires. Aujourd'hui, je vous pose la question, quels sont les effets secondaires de ces médicaments ? Alors, les effets secondaires, quand on ouvre la liste des effets secondaires, il y en a 250. Bon, je caricature un petit peu, mais il faut toujours se rappeler que les effets secondaires qui sont mentionnés sur une boîte de médicaments ne sont pas forcément des effets qui sont liés directement au médicament. Il faut toujours retenir ça. On peut très bien avoir rhinopharyngite dans une complication, dans une conséquence de la prise d'un médicament, sans que ce soit réellement le médicament qui le donne. Donc attention quand on lit les effets secondaires. Pour ce qui est des effets secondaires qui sont certains, il y a d'abord des effets qui sont attendus. Ce sont les troubles digestifs. Ils sont attendus parce qu'on a un effet sur l'estomac, on ralentit la vidange gastrique, donc on s'attend à des conséquences digestives, nausées, vomissements, diarrhée, constipation, reflux, c'est-à-dire remontée acide. Ces effets secondaires, ils sont connus et dans la majorité des cas, ils sont maîtrisés grâce à une prescription adaptée, grâce à une augmentation des doses progressives, grâce à une écoute et un accompagnement des patients. Il y a quelques pourcents des patients qui ne vont pas tolérer et donc qui devront arrêter le médicament ou baisser la dose. Mais ça, ce sont des effets maîtrisés. Ensuite, on a un autre effet quasiment attendu, c'est les calculs dans la vésicule biliaire. On sait que toute perte de poids, quelle que soit la méthode, chirurgie, régime ou autre, favorise des calculs, c'est-à-dire des cailloux finalement, à l'intérieur de la vésicule biliaire. Ça peut faire mal et ça peut se compliquer d'infection. Donc on connaît
Et donc, pas encore une fois, c'est sous contrôle quand on connaît, les médecins connaissent et surveillent. Ensuite, on a des effets connus très rares. Effets connus très rares, c'est les troubles visuels, la neuropathie optique. On estime que c'est 1 personne sur 10 000. Peut-être que les chiffres ne sont pas exactement ceux-là encore, mais enfin, en tout cas, ça reste vraiment exceptionnel. Et puis après, on a les risques sous surveillance qui ne sont pas avérés. Des questions sur l'humeur, mais d'un côté, on a décrit des dépressions, de l'autre côté, des améliorations de l'humeur. Donc, le médecin surveille, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter de ça. Et puis, il y a des risques qui ont été écartés. Le risque de pancréatite, partout il est marqué pancréatite. Alors, c'est vrai que l'inflammation du pancréas est plus fréquente chez les gens qui prennent un médicament que les autres. Sauf que, on sait maintenant, avec quasiment une certitude absolue, presque en tout cas, que ce n'est pas le médicament qui provoque la pancréatite, mais que les gens qui prennent ces médicaments sont à risque de faire des pancréatites. Donc ce n'est pas surprenant qu'il y ait plus de pancréatite chez ces gens-là. Et après, sous surveillance, il y a pas mal de petites choses qui, pour le moment, ne sont pas avérées. Donc le médicament lui-même, vraiment, ça, en termes d'effets secondaires, ça se résume à ça. Ce qui va poser problème, ce n'est pas ces effets secondaires. Moi, personnellement, aujourd'hui, ils ne m'inquiètent pas du tout, comme on a pu être inquiété avec les effets secondaires d'autres médicaments. Ce qui va poser problème, c'est le mésusage. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est là-dessus qu'on doit insister. Et comment, justement, on travaille sur cet aspect qui est hyper important, que vous avez souligné plusieurs fois dans nos conversations avant cet entretien, c'est ce mésusage. Le mésusage, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on l'utilise mal, c'est comme n'importe quel traitement mal utilisé. Quand vous faites une chirurgie bariatrique, comme c'est beaucoup fait dans de mauvaises conditions, vous pouvez provoquer des carences, des pertes musculaires et des complications diverses et variées, psychiques, vis-à-vis du poids, vis-à-vis de la perte de poids. Donc, les carences nutritionnelles, pareil, elles sont quasiment attendues chez certains patients qui peuvent perdre beaucoup de poids. Donc, mal utilisées, sans surveillance, les carences, ça peut avoir de lourdes conséquences. La perte de muscle, même chose. Il n'existe pas une perte de poids sans perte de muscle. On perd en général à peu près 25%. Pour 1 kg de poids perdu, à peu près 250 grammes de muscle qui va partir. Si on prescrit le médicament chez des gens qui sont déjà fragiles, par exemple au niveau du muscle, des personnes âgées, des personnes qui n'ont pas beaucoup d'activité physique, des personnes qui ont perdu du muscle parce qu'ils ont fait des régimes à répétition, et ça fait perdre du muscle à terme, eh bien on risque d'avoir une perte de muscle, et perte de muscle, ça veut dire des maladies, de la douleur et un handicap. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qui peut arriver quand on n'est pas suivi. Et puis il y a encore, pour moi, pire que ça, parce que ça encore on connaît et on le documente bien et on peut le surveiller. Le pire, à mon sens, c'est la perte de chance. C'est-à-dire qu'un médicament comme ça, prescrit avec la demande du patient, avec l'idée que par le médecin que ça va résoudre un problème, c'est souvent utilisé comme le traitement d'une maladie aiguë. Alors que l'obésité, c'est une maladie chronique qui ne guérit pas. Et donc, le principal problème, à mon sens, aujourd'hui, c'est de prescrire ce médicament sans avertir le patient, sans que le patient ait compris, sans qu'il ait intégré qu'il a une maladie chronique. Une maladie qui ne sera pas guérie par ces médicaments. Et on voit aujourd'hui beaucoup de patients qui viennent nous voir, qui ont pris le médicament pendant 3 mois, pendant 6 mois, en se disant, voilà, j'ai maigri, c'est bien, puis après ils arrêtent, pour différentes raisons. Et ils viennent nous voir parce qu'ils ont grossi, ou parce qu'ils disent, maintenant j'arrête, mais je veux stabiliser mon poids. Ce qui n'est strictement pas possible. Donc la problématique, c'est d'oublier qu'on a une maladie chronique. Vous savez, c'est comme n'importe quel... Prenons un exemple. Imaginons que j'ai une maladie qui me donne des douleurs. Et je prends des antalgiques. Alors je prends des antalgiques, mais je ne soigne pas la maladie qui est en dessous. Donc j'ai l'impression qu'elle va mieux.
mais quand j'arrête mes antalgiques, ça va pas mieux. Et puis pendant ce temps-là, la maladie, elle évolue. C'est exactement ce qui se passe ici. On traite un symptôme qui est le poids. Les gens ont l'impression d'aller mieux, mais on n'a pas traité la maladie chronique. L'obésité, c'est une maladie chronique qui se soigne avec des médecins, éventuellement des spécialistes de l'obésité et des équipes multidisciplinaires qui prennent en charge le patient dans sa globalité. Le médicament est une arme extrêmement intéressante, mais comme la chirurgie, il faut savoir l'utiliser chez la bonne personne et au bon moment. Et du coup, est-ce qu'on va avoir affaire à un traitement forcément chronique ? Aujourd'hui, le message il est clair. Quand on introduit ces médicaments, c'est pour réduire l'appétit d'une personne qui a besoin qu'on lui réduise l'appétit pour qu'elle réduise ses apports alimentaires. Quand on arrête le médicament, on sait qu'en moyenne, les 2/3 du poids perdu seront repris dans l'année qui suit. Ça, c'est ce qui ressort des essais cliniques. Alors après, quand on regarde plus en détail, on a l'impression que 15% peut-être des patients qui arrêtent ne reprendront pas les kilos perdus. Aujourd'hui, on ne sait pas qui sont ces personnes et on ne sait pas ce qui se passera 5, 6, 7 ans plus tard. Encore une fois, c'est une maladie chronique, on peut très bien être en rémission, c'est-à-dire que l'obésité soit en régression pendant quelques années et que 5, 10, 15 ans plus tard, ça revienne. Donc, le mot d'ordre, c'est un traitement au long cours. En tout cas, c'est certainement pas un traitement qu'on prend 3 mois ou 6 mois, c'est minimum 1 an. Et au-delà d'1 an, à voir au cas par cas, en fonction de 50 paramètres qui sont liés au patient, à ce qu'il a fait, à ce qu'il a mis en place, à son mode de vie, etc. On peut éventuellement imaginer qu'on va réduire la dose, voir ce qui se passe, adapter. Rien n'est figé en médecine. Rien n'est jamais figé. Je vous dis la même chose avec des antihypertenseurs, avec des antidiabétiques, avec d'autres médicaments de maladies chroniques. Mais dans le principe, on ne va pas chez le médecin en disant « je voudrais un traitement pour maigrir et après je ferai attention ». Ça, c'est exactement comme faire un régime. Prescrivez-moi un régime et après, comme je serai motivé, je ferai attention. Ça ne marche pas. Sur le plan économique, ces médicaments ne sont pas remboursables et surtout, ils sont encore très chers. On a parlé d'un laboratoire qui travaillait sur la possibilité d'un comprimé plutôt que de faire des injections. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu ? Le médicament n'est pas remboursé, aucun de ces médicaments ne sont remboursés. Alors on a entendu, il ne faut pas confondre les avis favorables des autorités qui disent voilà, on est favorable au remboursement et le fait que c'est remboursé. Donc aujourd'hui, aucun de ces traitements n'est remboursé, à peu près 300 € par mois. Et même quand ça sera remboursé, ça sera probablement remboursé pour un nombre de patients relativement limité. Oui, il y a maintenant les laboratoires essaient de dire ben voilà, peut-être qu'on pourra remplacer au bout d'1 an de traitement, par exemple, par un traitement moins cher. Donc, on verra. Moi, je ne prédis pas l'avenir, mais effectivement, peut-être qu'on aura un traitement un peu moins cher en relais du traitement initial. Mais ça, pour l'instant, on ne le sait pas. Très bien. Je crois que vous avez travaillé aussi sur un programme d'accompagnement nutritionnel. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous en dire un peu plus ? Oui, et puis une exclusivité. Exactement. Une exclusivité. Donc effectivement, moi j'ai la conviction... Combien de temps il nous reste ? Il nous reste 5 minutes. Avec les questions ? Oui. Ah ouais. Donc, moi j'ai une conviction. Une conviction, c'est qu'aujourd'hui, on est dans ce qui pose problème chez les personnes en situation d'obésité, c'est une pollution d'informations nutritionnelles. C'est pollué. Voilà, c'est pollué. Il y a de l'information partout, à la télé, à la radio, dans les médias, certains médecins qui ne connaissent pas, les voisins, les ceci, les cela, les pseudo-coachs. Et donc finalement, les patients et la population, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est fréquent, ces questions nutritionnelles, sont paumés, sont perdus. J'ai la conviction que même quand on est bien suivi avec un médecin ou un diététicien ou une équipe, le fait de voir ses soignants 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois dans l'année, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'on sort de là et il y a une intrusion de marketing nutritionnel avec tous les conseils possibles et imaginables. Donc on s'est dit, il faut un accompagnement au quotidien, un lien quotidien avec les patients qui permet de faire la détox. Pas le régime détox, mais la détox contre la pollution informationnelle en nutrition. Et donc effectivement, depuis quelques années, nous on utilise un programme qui s'appelle OB Coach et qui a été reconverti dans le terme
mon quotidien, un lien quotidien, pour accompagner les patients au quotidien en nutrition. Et on a évalué l'intérêt de ce programme, OBCoach, dans un essai clinique randomisé, c'est-à-dire on a pris des volontaires de toute la France non suivis, qui n'avaient pas accès à un suivi. La moitié ont eu le suivi, l'autre moitié a eu le suivi traditionnel. On leur conseillait d'aller regarder les liens mangerbouger.fr, d'être suivi par leur médecin. Et on a évalué l'impact sur le poids, le comportement alimentaire, l'activité physique. Le résultat, que je n'ai pas encore révélé, et donc je le dis ici, il est positif. Le programme est plus efficace que le suivi visuel, et c'est la première étude en France qui a pu évaluer un tel programme. Donc, ça n'est pas une compétition vis-à-vis des médicaments, c'est complémentaire. Soit ce programme sera pour des gens qui n'auront pas d'indication aux médicaments, soit il sera en complément des médicaments, soit en complément de la chirurgie. Mais dans tous les cas, moi je pense qu'il faut un lien quotidien avec les personnes pour les décontaminer de l'environnement informationnel pollué. Allez, on va poser quelques questions à présent. Merci beaucoup, Boris Ancel. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vous levez la main, s'il vous plaît. On vous apporte un petit micro. Ici, peut-être, si possible. Voilà, une hôtesse arrive avec un micro. On ne va pas pouvoir en prendre 50, mais une ou deux, on va dire. Allez-y. Déjà, merci beaucoup pour votre intervention. Moi, j'ai une petite question pour vous, sachant que voilà, l'obésité devient une maladie qui est de plus en plus importante à notre époque, et aussi parce que les injonctions à la minceur et l'influence des réseaux sociaux est très importante. Est-ce qu'à l'horizon 2030, on peut imaginer qu'on serait tous à l'Ozempic ? Votre question, elle est super intéressante, et je ne vais pas vous donner mon opinion personnelle, parce que c'est trop précoce. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, on a... Alors, mettons l'environnement de côté d'abord, on a probablement qu'entre 50 et 60-70% de la population a une susceptibilité génétique à prendre du poids dans un environnement obésogène. Et il va falloir trouver des solutions. Pour l'instant, on essaie de faire l'éducation, de faire passer des lois, de faire un Nutri-Score, etc. Si vous voulez mon opinion personnelle, ça ne suffira pas. Et j'ai l'impression qu'à un moment donné, il faudra changer notre organisme, changer sa relation à ce qui nous entoure. Et votre hypothèse, alors Ozempic non, mais en tout cas ces médicaments, votre hypothèse n'est pas du tout exclue. Tous non, mais que assez facilement on introduise ça pour réduire l'appétit des gens. On voit bien qu'aux États-Unis, depuis qu'on a un peu généralisé ces traitements, c'est la première fois que la courbe de l'obésité diminue. Ça fait réfléchir. Allez, on va prendre une autre question. Là-haut, voilà, il y a un petit micro qui arrive. Merci. Bonjour, je vais essayer de faire vite, il y a beaucoup de questions. On a entendu, alors vous avez parlé de l'alcool et du tabac. On a aussi pu entendre que ça avait un impact sur d'autres addictions, parfois à tendance, je ne sais pas quel est le terme approprié, mais criminelle, comme des addictions, enfin des choses comme la pédophilie, des addictions un peu plus graves. Est-ce que c'est le cas ou pas du tout ? Alors, sur d'autres problèmes ou troubles que psychiatriques ou psychiques ou autres, que le tabac, l'alcool et éventuellement la dépression dans certaines populations, je n'ai pas entendu d'autres effets. Allez, une dernière petite question. Monsieur, peut-être ? Merci. Allô ? Oui. Rapide, s'il vous plaît. Oui, vous avez dit que ce médicament, en fait, on a besoin de le prendre sur du long terme. Et puis d'un autre côté, vous avez dit on attend au bout d'un an pour voir. Les malades sur lesquels vous avez le plus de recul, apparemment, c'est les diabétiques, puisque ce sont peut-être les premiers qui en ont eu. Est-ce que vous avez déjà une expérience de ce qui se passe chez des patients qui ont été des années sous ce médicament et chez lesquels on arrête le traitement ? Oui. Donc, chez les diabétiques, c'est des doses antidiabétiques plus faibles. Pour reprendre ce que j'ai dit de manière claire, en moyenne, il y a reprise de poids. Ce que j'ai dit simplement, c'est qu'il n'est pas exclu que dans des sous-populations, cette reprise de poids n'existe pas ou soit moindre. On peut imaginer plein de choses qu'on ne peut pas décrire ici aujourd'hui. Donc, on ne sait pas encore comment on va gérer
sur le long terme. C'est pour ça que pour le moment, il faut retenir que c'est à prendre au long cours. Maintenant, ce qui est possible, c'est qu'on puisse faire des relais chez certaines personnes avec des médicaments différents ou un petit peu moins puissants. Mais tout ça avec des pincettes, parce qu'on n'a pas encore de données pour le dire. Ça ne veut pas dire qu'on manque de données pour le prescrire de manière en étant rassuré. Hein. Attention, c'est pas parce qu'on ne sait pas tout qu'on craint des choses. Mais c'est vrai que la manière dont on va suivre à long terme ces patients-là, on peut encore se poser des questions, exactement comme on se posait les questions au début de la chirurgie bariatrique. Merci beaucoup, merci Boris Ancel pour ces explications. Oui. Juste un mot oui. pour la chaîne PUMS, Oui, bien sûr. que je pourrais mentionner. Donc, je parlais du problème d'information santé et de l'importance d'avoir de la fiabilité. C'est pour ça que nous, on a créé une chaîne YouTube qui est reliée à l'Université Paris-Cité et à l'Assistance publique hôpitaux de Paris, qui est indépendante de l'industrie pharmaceutique agroalimentaire. Pour ceux que ça intéresse, ce n'est pas que sur la nutrition, c'est la santé en général. Je vous conseille. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à féliciter. Tout ça, c'est sur PUMS, P-U-M-S, ça veut dire pour une meilleure santé. Voilà, très bien. Merci à tous. Je vous signale quand même que si vous voulez poursuivre justement l'échange avec Boris Ancel, il va se retrouver là tout de suite en séance de dédicace à la librairie à l'extérieur de cette salle pour vous dédicacer son dernier ouvrage, Manger l'esprit léger, qui a été publié chez Michel Lafon. Merci à tous. On va maintenant quitter la médecine et lever les yeux vers le ciel. Prochaine étape, l'espace et un astéroïde très surveillé par les scientifiques. À tout de suite.